Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue sur cette chaîne pour cette vidéo assez particulière, vous le concevrez, même complètement différente de ce à quoi vous vous êtes habitué jusqu'à maintenant avec moi, tout simplement puisque l'objectif aujourd'hui est de faire une review du CAC 40 sur l'année 2020 et puis pourquoi pas de voir ce qui se passe en ce début d'année 2021 et quel comportement adopter sur ce marché. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le CAC 40 c'est l'indice le plus représentatif du marché Euronext Paris. Il est constitué de 40 valeurs françaises assez importantes, ce ne sont absolument pas les plus grosses en termes de capitalisation, mais ce sont celles qui sont censées justement représenter au mieux le marché et permettre aux investisseurs de prendre la température. Ce dernier évolue en termes de points et sachez qu'à son ouverture le 2 janvier 2020, on était vers les 6000 points justement et actuellement on tourne autour des 5700 points. Cependant, il s'en est passé des choses entre ces deux dates. Quelle année, franchement, quelle année avec des périodes de forte volatilité et des périodes où on avait vraiment des phases de doute, de consolidation un petit peu médiocre du marché qui finalement ont toujours réussi à convaincre les investisseurs pour remettre de l'argent en bourse. Si vous vous souvenez plus de la date fatidique à laquelle la crise du Covid-19 a commencé à réellement impacter les marchés français, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il s'agit du jeudi 20 février 2020. En seulement 25 jours, le CAC 40 perd plus de 40,5% de sa valeur. C'est la panique sur les marchés et pourtant il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas eu l'opportunité d'alléger leur position ou de faire quoi que ce soit tellement ils étaient foudroyés justement par cette crise. Notre cher indice tombe dans les 3600 points avec une succession de gaps baissiers extrêmement importants qui en ont fait frémir plus d'un. Cependant, l'indice rebondit et repart à la hausse de plus belle à partir du 19 mars 2020 et cela pas parce que les investisseurs avaient une confiance dans la gestion de la crise de la part du gouvernement, mais plutôt parce qu'ils estimaient que certaines valeurs avaient atteint des cours extrêmement bas et que cela représentait sur le long terme une excellente opportunité pour se placer. Ce sont évidemment dans un premier temps les valeurs de rendement qui en profitent alors qu'on ne savait même pas si les sociétés allaient pouvoir verser un dividende avec les conséquences qui allaient suivre. Le fait est que Total, par exemple, s'est revalorisé extrêmement rapidement et a permis à beaucoup d'actionnaires et même des nouveaux actionnaires qui ont ouvert des PEA en masse de faire pas mal d'argent en très peu de temps et de sécuriser leurs investissements. S'ensuit une période de tendance haussière pas très marquée, même plutôt une phase de consolidation, de range, de doute tout simplement, puisqu'il faut le dire, à ce moment-là, la visibilité était vraiment médiocre. Cependant, on était en période de confinement. Cela est indiqué par les rectangles bleus ici que j'ai placés. Et finalement, le confinement, quelque part, ça a plu aux actionnaires qui ont regagné confiance dans la gestion de crise. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à chaque fois, cela a aidé et a poussé les marchés tout simplement puisque l'objectif du gouvernement, son objectif premier quelque part, c'était que les gens continuent de travailler pour maintenir cette activité économique. Avec le déconfinement et puis la démocratisation aussi du télétravail, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée en masse de nouveaux actionnaires et l'ouverture importante de plus de 450 000 nouveaux PEA, on avait des capitaux sur les marchés qui ont permis justement de retrouver un point extrêmement haut, extrêmement rapidement, à environ 5213 points. On avait déjà recouvré presque 60% de la baisse du CAC 40. Cependant par la suite, et là aussi ça concernait le monde entier, il y a eu une période un petit peu noire sur les marchés. C'est le cas de le dire, même une période noire économiquement concernant le pétrole, puisque évidemment la demande était bien moins forte et que les stocks commençaient à coûter extrêmement cher. De ce fait, certains contrats à terme sur l'or noir ont vu leur cours passer dans le négatif sous la barre des 0 €. Le prix du baril, quant à lui, était aux alentours des 10 $, ce qui est exceptionnel. Les marchés ont donc attrapé une grosse fièvre et d'ailleurs c'était l'époque, la période pendant laquelle toutes les sociétés annonçaient l'une après les autres qu'elles n'allaient pas verser de dividendes cette année, ce qui était absolument logique. Cependant, les robinets de crédit étaient ouverts à flot et la Banque Centrale Européenne a fait tout pour soutenir les marchés et ça a permis aux investisseurs, encore une fois, de garder confiance et de continuer d'investir leur argent étant convaincus qu'ils y gagneraient sur le long terme. Il y a quand même une belle tendance baissière qui s'installe jusqu'à fin octobre, période à laquelle des résultats prometteurs sur les vaccins ont été publiés de la part des laboratoires Pfizer et BioNTech.
Et alors là, c'est la débandade, les marchés explosent à nouveau, cassent cette résistance de tendance baissière pour aller chercher de nouveau les niveaux d'avant-crise. Sur les marchés, les secteurs qui en bénéficieront le plus seront finalement ceux qui ont le plus reculé pendant la crise, comme par exemple les bancaires ou les industriels. Cependant, il reste encore beaucoup de travail pour que l'indice rejoigne les 6100 points, niveau du 20 février 2020. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est que ce plus bas situé ici, ainsi que celui situé juste avant l'annonce des vaccins, nous ont permis de tracer le canal de tendance que vous voyez là. D'ailleurs, dans des périodes où c'est extrêmement volatile et qu'il est difficile de tracer des canaux de tendance, je vous conseille fortement d'avoir recours aux régressions linéaires. Cet outil, en fait, il vous permet tout simplement de trouver la pente moyenne, on pourrait dire, du cours entre deux périodes. Voilà, c'est ce que j'ai fait depuis le plus bas de la crise jusqu'à maintenant. Et on voit cette pente qui va vous permettre de calibrer votre canal de tendance parallèlement à cette dernière. Désormais, et ça depuis décembre 2020, on a une période avec une volatilité beaucoup plus faible, des volumes de transactions eux aussi assez faibles et finalement de nouveau une consolidation et un doute des investisseurs concernant le marché. Cependant, dernièrement, on a quand même eu deux très belles semaines qui ont permis d'emmener le CAC depuis les 5300 points ici jusqu'aux 5700. Malheureusement, je ne conseillerais à personne, surtout à ceux qui débutent, d'entrer sur les marchés maintenant. Il y a d'autres opportunités qui vont se présenter. Actuellement, il faut faire un travail de stock picking pour justement déterminer celles qui peuvent véritablement encore bénéficier de cet élan de relance. Encore une fois, j'aimerais vous rappeler que pendant vos analyses techniques, il vous faut privilégier le graphique. Toujours le graphique avant les indicateurs. Cependant là, on va regarder quelques oscillateurs pour voir si on n'observerait pas des divergences baissières entre le cours et ces derniers. En faisant apparaître mes deux oscillateurs préférés, le RSI et la stochastique, finalement on ne va pas pouvoir tirer de grandes conclusions. On a un scénario typique de deux très bonnes semaines en bourse avec des oscillateurs qui rejoignent leur zone de surachat sans pour autant être significativement baissiers et montrer une divergence avec le cours. Le seul signal intéressant à mon goût, c'est celui que donne l'ADX qui permet justement de voir la vigueur du marché quand il y a des fortes tendances. Généralement, cet ADX est au-dessus des 25. Et bien là, malgré que ces deux dernières semaines se soient extrêmement bien passées, on a un ADX qui est encore seulement vers les 18. Donc finalement, on a quelque chose qui n'a pas véritablement de force et de grande ampleur. La conclusion de tout ça, et je suis désolé de vous décevoir, c'est tout simplement la prudence. C'est pas le moment, encore une fois, pour rentrer sur les marchés et mettre beaucoup de capitaux. Si vous avez un apport mensuel, continuez de mettre ce dernier et cherchez des opportunités pour descendre vos PRU, c'est-à-dire vos prix de revenus unitaires. Quelque chose qui peut être très intéressant à faire, c'est aussi aller chercher la force relative de comparaison pour pouvoir justement regarder l'évolution du CAC 40 par rapport à celui de l'indice du Nasdaq 100. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour montrer que le marché américain, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, même le marché du high-tech. En tout cas, on sait qu'il y a eu vraiment un bull market de ce dernier après la crise, mais finalement, vous allez voir, quand on compare les deux indices, c'est pas si fort que ça, puisque là, on est plutôt sur une période de stagnation de la force relative depuis septembre. Alors certes, quand on voit une force relative baissière, je le rappelle, c'est tout simplement que l'indice que l'on a juste au-dessus est en train de sous-performer par rapport à celui auquel on le compare. Mais voilà, pendant cette période, cette première période de relance, là, juste après la crise, oui, bien sûr, le Nasdaq a beaucoup mieux répondu. Mais finalement, vous voyez, depuis septembre, c'est kiff-kiff. Les deux indices stagnent et finalement, ils ont tous les deux aussi bien bénéficié de l'annonce des vaccins. C'est même le CAC 40 qui en a le plus profité. On le voit ici avec cette petite hausse. J'ai volontairement pas comparé les indices Gross Return qui intègrent les versements de dividendes, tout simplement puisque pour moi, ça n'a pas forcément de sens en cette année assez particulière où très peu de sociétés versent des dividendes.
Ensuite, au niveau des éléments financiers, quand on étudie le chiffre d'affaires et le résultat net part de groupe et qu'on compare le premier semestre 2020 au premier semestre 2019, on remarque des choses assez intéressantes. Alors oui, de manière générale, les entreprises ont eu énormément de mal à obtenir des résultats similaires à 2019, ce qui est absolument normal. Il y en a quand même pas mal qui ont réussi à présenter des résultats positifs sur le S1. Et là, je parle bien du S1 parce que le S2 va être bien meilleur. D'ailleurs, on le sait déjà, le troisième trimestre 2020 est très prometteur et c'est d'ailleurs aussi un des facteurs qui a permis aux investisseurs d'avoir autant confiance pour investir leur argent en bourse. Ce que je voulais vous montrer, c'est que malgré toutes ces baisses, on a quand même des entreprises qui ont réussi à faire des croissances de résultats supérieures à 2 chiffres semestre à semestre, comme par exemple Carrefour. Alors évidemment, on s'en doutait, les gens n'ont pas arrêté de manger pendant la crise. Le fait est que Carrefour n'a pas forcément bénéficié de cette augmentation de ses résultats immédiatement. Ça a été un petit peu plus le cas ces derniers jours, mais quand même de manière générale, c'est un titre qui est resté très sous-valorisé. Ensuite, ce sont principalement les valeurs technologiques et les valeurs du luxe qui ont réussi à sortir la tête de l'eau. Alors surtout d'ailleurs pour les valeurs du luxe pour le T3 2020. Alors le troisième trimestre, il n'apparaît pas ici, mais si vous allez sur le site officiel au niveau des publications financières de ces entreprises du secteur du luxe, justement, vous allez voir que le troisième trimestre 2020 a été bon et on attend impatiemment les valeurs du T4. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de lire l'ensemble du tableau, mais cette source, je la mettrai disponible dans ma description. Ensuite, ce qui peut être extrêmement intéressant à aller regarder justement pour voir cette reprise économique au T3, c'est le produit intérieur brut intertrimestriel. L'objectif là, c'est de comparer le PIB d'un trimestre par rapport au précédent. C'est pour ça qu'on voit des évolutions à 2 chiffres. 18,7%, ce n'est absolument pas l'estimation du PIB annuel pour l'année 2020. Le fait est que ce qu'on remarque, c'est que au niveau du T3, là, août-septembre, on a une évolution qui est de nouveau positive, évidemment, et puis qui va permettre finalement sur l'année de rattraper un petit peu les dommages. Et on reste quand même avec un PIB annuel qui serait à moins 4,2%. On le voit d'ailleurs ici avec la source de Investing, c'est tout simplement l'INSEE. Au troisième trimestre 2020, le produit intérieur brut en volume rebondit de plus 18,2% après moins 13,7% au deuxième trimestre 2020. Il souligne quand même le fait que le PIB demeure nettement en dessous de son niveau d'avant-crise. Au niveau du glissement annuel, on est quand même à moins 4,3%. D'ailleurs, on le voit au niveau de ce graphique, il nous reste du boulot pour atteindre les niveaux d'avant-crise et on sait à quel point perdre 1% de PIB, ça a un impact important vraiment même sur la vie de tous les jours des consommateurs. Concernant l'IPCH, les indices des prix à la consommation harmonisés, évidemment pendant toute l'année on était décroissant et là on est sur des niveaux très proches de zéro. Alors toutes ces informations, encore une fois, vous pouvez très facilement les retrouver sur internet. J'ai utilisé le calendrier économique de investing.com et puis ensuite il vous suffit souvent de cliquer sur les sources comme par exemple ici INSEE qui est affiché en bleu. On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne Sans Cravate. Ça nous permet de mieux référencer notre travail et ça nous fait aussi énormément plaisir. Ça nous motive pour produire et pour vous faire plaisir à vous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.